Et salut tout le monde, c'est Geoffrey et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de Turki Al-Ashik et de la mort, du renouveau de la boxe. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur tout ça. C'est un sujet qui a été pas mal traité récemment, notamment parce que il a sorti pas mal de cartes intéressantes le bonhomme, donc notamment le 18 mai où on a eu l'unification totale des poids lourds, Usyk contre Fury, et le 1er juin on a eu du coup la fameuse carte 5 contre 5, Matchroom contre Queensberry. Donc c'est un sujet qui a été traité récemment, parce que ces événements-là ont redynamisé pas mal l'engouement que beaucoup pouvaient avoir pour le sport. Et du coup, il y en a beaucoup qui décrivent Turki Al-Ashik comme étant vraiment responsable d'un renouveau dans la boxe anglaise. Globalement, Turki Al-Ashik, c'est donc un ancien ministre saoudien qui désormais a plein d'oseille, qui aime bien la boxe, et qui en profite pour réussir à monter des affiches que jusqu'à présent les fans voulaient, mais qu'on n'avait pas vraiment réussi à monter, essentiellement en raison de manque d'argent. Typiquement, du coup, un Usyk contre un Fury, donc une réunification totale chez les poids lourds. C'est un truc qu'on voulait voir depuis pas mal d'années, puisque la dernière fois que ça avait lieu c'était en 98, donc ça commençait à dater, 26 ans. Et du coup, ce gars il est arrivé, il a donné la thune à tout le monde, et tout ça a très bien fonctionné. Et on va dire que l'effet Turki Al-Ashik, je pense, c'est quelque chose qui va rentrer dans l'histoire. Enfin, en tout cas, je pense que son nom est déjà rentré dans l'histoire, parce que réussir à mettre vraiment le promoteur, qui pourtant travaille normalement pas du tout ensemble, comme ça, réunir tout le monde sur une table et puis commencer à parler. C'est un truc qui a vraiment rarement été fait auparavant. Et du coup, donc notamment avec toutes les cartes qu'il a pu faire du coup depuis l'année dernière. Hein. Donc en tout, il a fait 5 cartes. Il a fait une carte en octobre dernier, donc avec un main event Ngannou contre Fury. Et la dernière en date, c'était donc le 5v5, 1er juin. Donc avec toute cette date-là, il y a beaucoup de gens qui ont eu un regain d'intérêt pour la boxe et qui du coup décrivent Al-Ashik comme le renouveau de la boxe anglaise. J'aimerais apporter ici des réflexions sur, premièrement, est-ce que la boxe est vraiment morte ou pas, en tout cas était vraiment morte. Deuxièmement, est-ce que du coup on peut vraiment parler d'un renouveau, parce que renouveau, ça sous-entend que la boxe était morte. Est-ce que du coup malgré tout on a vraiment ici un regain dans la boxe anglaise, et enfin, j'essaie de raborder le fait que, alors évidemment il y a beaucoup d'avantages en Turki Al-Ashik bien sûr, est-ce qu'il y a pas aussi des inconvénients? C'est ce que je vais essayer de discuter ici un petit peu. Premièrement, le fait que la boxe soit morte, c'est un truc qu'on entend beaucoup, et globalement, la raison à ça, les gens nous disent que c'est la montée du MMA, et le fait que ce que les gens veulent voir, c'est l'homme le plus fort. Le truc, c'est qu'en boxe, on néglige énormément de points du combat, donc notamment les jambes, notamment toutes les phases de lutte, et du coup, forcément, à partir d'un moment où on a des gens qui sont capables d'utiliser leurs jambes, qui sont capables d'utiliser de la lutte, les gens, ce qui les intéresse, c'est de voir l'homme le plus fort, et donc ils vont plutôt se tourner vers le MMA plutôt que vers la boxe. C'est pas faux, je pense aussi qu'il y a des stratégies qui sont, en tout cas de communication et de gérer des carrières et de promotion qui sont quand même un petit peu plus modernes en MMA qu'en boxe. Et c'est vrai qu'on a eu un gain d'intérêt très massif depuis une décennie pour le MMA. Et je pense que factuellement, si les gens regardent le MMA, ils regardent peut-être un peu moins la boxe. Et donc on a eu un peu un drop d'intérêt à ce niveau-là, au niveau de la boxe anglaise. C'est vrai. Mais malgré tout, je trouve que le sport se porte quand même pas si mal. Alors, pas si mal, c'est clairement pas la meilleure époque de l'âge, enfin c'est clairement pas l'âge d'or de la boxe, hein. On n'est pas non plus dans les années 40, 50, 60, où vraiment c'était sur toutes les lèvres. Mais en vrai, les gens, on parle de boxe, on dirait vraiment que ça va mourir bientôt, et que vraiment dans 10 ans on n'aura plus de combat de boxe. Et honnêtement, on avait quand même encore des beaux combats, on avait quand même encore des bons combattants. Et durant toute la décennie 2010, il y a quand même des époques qui ont marqué les gens. Alors, je suis d'accord que c'était pas la décennie de boxe la plus palpitante, c'est pas ma décennie de boxe, c'est pas ma décennie de boxe préférée, mais je pense qu'elle est quand même pas non plus enterrée complètement comme étant la pire de toutes, et surtout si par hasard c'est la pire, je pense que c'est pas non plus la pire de très très loin, quoi. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. La faute à ça, moi je dirais que c'est surtout parce qu'on a eu des fédérations qui voulaient pas forcément s'arranger pour essayer d'avoir des champions qui étaient unifiés ou contestés. Donc du coup c'était chiant parce qu'on était des catégories avec pas beaucoup d'unités. Et le deuxième truc qui était relou, c'est qu'on a eu des gens qui voulaient pas prendre de risques dans leur carrière en perdant leur sacro-saint zéro qui a un peu été élevé au rang de trucs extrêmement sacrés auxquels il faut pas perdre par Mayweather. Du coup, beaucoup de gens se sont mis à ne pas vouloir toucher à ce zéro-là, ce qui était évidemment terrible. En plus, les gens ont commencé à choper des titres dans plein de catégories différentes, ce qui était super, mais ce qui leur permettait surtout d'éviter plein d'autres gens. Donc voilà, on avait un petit bordel. Et c'est vrai que je pense que tout ça a fait qu'on n'avait pas la décennie la plus intéressante. Malgré tout, je pense surtout que la boxe est loin d'être morte, et pour ça, je vais essayer de donner quelques arguments qui, à la fois datent de la décennie dernière et datent du début de cette décennie, ou alors qui sont du coup des très bons événements de boxe qui ont été montés, et ça, tout ça n'a rien à voir avec Al-Ashik. Notamment, en fait, mon point, c'est surtout qu'on a eu, autour de ces dernières décennies, voire vingtaine d'années, une désaméricanisation de la boxe. C'est pas nouveau, la boxe est historiquement un sport qui est très américain. Vous regardez dans les années 10, 20, 30, 40, 50, vous avez quasiment que des Américains qui sont dans les têtes de top et dans les champions du monde. Et notamment après la Seconde Guerre mondiale, on a eu, grâce au soft power américain, des petites têtes dans d'autres pays qui ont commencé à émerger. Par exemple, on a eu les Japonais qui ont émergé dans les années 50, on a eu toute l'Asie d'ailleurs qui a émergé à ce moment-là. Dans les années 90-2000, on a commencé à avoir la boxe des pays de l'Est qui a émergé, et qui a continué dans les années 2000-2010.
et même encore 2020. Et ça fait qu'en fait, globalement, si on s'intéresse un petit peu à différents pays, hein, la boxe japonaise, elle traverse actuellement son âge d'or, je pense encore plus que dans les années 70, qui est vraiment portée par Inoue et qui en est son symbole. On a beaucoup d'autres boxeurs japonais qui sont vraiment au taquet, qui sont dans le top en fait de toutes les fédés, de toutes les KT, tant et si bien que globalement, les six plus petites KT sont vraiment toutes gérées par les japonais. Donc c'est vraiment un truc exceptionnel. C'est vrai que tout ce qui est boxe en Corée du Sud, quand même, ça se porte pas méga bien. Je pense même que c'est probablement le pire depuis que ça a commencé à exploser dans les années 80. Enfin, techniquement, même dans les années 70. La boxe. Les années 60. Les années 60. Et donc, je pense que c'est le pire pour la boxe. Je l'ai pas eu. Je pense que c'est globalement le pire pour la boxe en Corée du Sud depuis. Parce que là, vraiment, actuellement, je suis même pas capable de citer un seul boxeur sud-coréen. Donc, c'est qu'on est vraiment en état catastrophique. La boxe philippine, c'est pas fou non plus. Donc pareil, hein, ça a émergé globalement alors assez tôt la boxe philippine, parce que dès on avait quand même. Enfin, en fait, bon, c'est compliqué la boxe philippine parce qu'on a eu des âges d'or très tôt avec des Pancho Villa. Puis ensuite, ça a complètement plongé, puis c'est ressurgi avec Flash Jordan, et il y a eu des petits lieux comme ça. Donc un peu des alternances. Actuellement, on est clairement dans un creux, ce qui est étonnant, parce qu'on a Pacquiao qui, globalement, a combattu vraiment dans la décennie et les vingtaines d'années dernières. Donc on pourrait se dire qu'il a inspiré beaucoup de gens qui sont des boxeurs pro. Pour le coup, la boxe philippine, en fait, est actuellement quasiment morte. Il n'y a aucun champion philippin. Enfin, si, il y a Jérusalem, il y en a un seul. Mais bon, l'année dernière, il n'y en avait plus en fin d'année dernière. Donc la boxe philippine, c'est pas terrible. Mais en parallèle, la boxe thaïlandaise, en vrai, ça va. Ça n'a jamais été un énorme truc, la boxe anglaise en Thaïlande, parce qu'ils ont déjà la boxe thaï. Mais en vrai, ça va. Genre, il y a des bons champions thaïlandais actuellement. C'est pas son âge d'or, mais ça va. La Chine, c'est pas mal, on commence à avoir des boxeurs chinois qui émergent, parce que la Chine a accepté que les boxeurs professionnels puissent exister là-bas. Donc son plus gros représentant, c'est Chang, Gilles Zhang. Ça c'est pour l'Asie. L'Australie, ça se porte méga bien. L'Australie, on a Javi Peitaya, on a Kambosos Junior. Je pense que c'est pas un boxeur du top niveau lightweight, mais il a clairement atteint le top niveau lightweight en tapant Lopez. Puis derrière en combattant Heini, il a combattu Loma il y a pas longtemps. Enfin, c'est un type qui a pris beaucoup de monde. Il a une ceinture du ring quand même Kambosos. Je crois qu'il a eu une. On a les frères Moloney aussi. Donc, et éventuellement, même on a Sam Goodman qui est australien aussi. Donc la boxe australienne, ça va de fou. Tout ce qui est boxe Amérique latine, en fait, ça va vraiment très bien aussi. La boxe mexicaine se porte bien. Alors, on n'a pas actuellement des figures de proue comme on a pu avec Chavez à un moment. Enfin, on a Canelo, mais je pense quand même que Canelo représente moins le Mexique que Chavez le représentait. Même si ça reste un très très grand. On a plein de Mexicains partout. Et en fait, et même en termes du coup d'Europe de l'Est, on a les Ukrainiens qui commencent à arriver très fort sur la scène internationale avec leurs plus gros représentants qui sont Usyk et Loma, les Kazakhs qui arrivent fort avec Golovkin évidemment, et même Yanibek Alimkhanouli, dont on n'entend pas trop parler, il est un peu moins vendeur, notamment il plaît un peu moins aux États-Unis, mais là actuellement c'est le top 1 des middleweights quoi. Et donc voilà, on a même la boxe anglaise, je veux dire la boxe anglaise d'Angleterre quoi, qui vraiment se porte vachement bien actuellement. Notamment c'est eux globalement qui gèrent la catégorie des poids lourds. Et en fait vraiment, même la boxe allemande avec Kabayel qui a l'air de se porter pas si mal. En fait vraiment, on voit que la seule boxe qui galère un peu, bon c'est la française, c'est une autre histoire. Et surtout la boxe américaine qui actuellement vraiment, en fait, il y a combien d'Américains qui dominent leur cadet en fait. En poids lourd c'est simple, on a personne. En fait globalement on a Crawford, qui est un très bon boxeur américain, voilà. Et après, évidemment, je suis rude, il y a Heini, mais Heini, bon, il a des petits ennuis. Il y a Tank, mais bon, Tank, globalement, c'est quand même un gars qui a évité beaucoup de monde dans sa KT. Il en a affronté, il en a évité beaucoup. Et le problème, c'est qu'il a évité souvent les meilleurs. Donc il est très bien coté, mais et c'est un boxeur qui est populaire, il n'y a aucun souci. Mais je sais pas si on peut vraiment dire qu'il est au top du top niveau. Enfin, je pense même que non. Genre, il est très bon, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, il fait pas partie du top 5, du top 10 pound for pound. Et je pense que c'est même justifiable de ne pas le placer numéro 1 de sa catégorie, c'est ça que je veux dire. Et finalement, l'autre très bon boxeur américain qu'on a, c'est Bam Rodriguez. Mais c'est une petite KT, les gens s'intéressent pas trop aux petites KT, en tout cas les Américains, les Européens. Je suis déjà revenu là-dessus dans une précédente vidéo. Et en fait, au final, même si on regarde au niveau des catégories, les Américains globalement sont présents dans combien de KT? Si on s'intéresse des poids pailles jusqu'au super jusqu'au super coq, à part Bam, il n'y a pas grand monde. Si on s'intéresse pour les plumes super plumes, il y a quelques noms. Je pense à O'Shaquie Foster par exemple. Mais c'est pas non plus la folie. À partir des légers, il commence à y avoir du monde, notamment avec Tank, avec Shakur, des super légers ça continue, avec des Heini, avec des Garcia, un petit peu plus haut, en fait jusqu'au super welter, on va pouvoir aller taper. Avec Crawford qui va monter, avec Spence qui va monter aussi. Donc voilà, on a des petits noms jusque dans ces catés-là. Et après, on passe au niveau des poids moyens, et il y a de nouveau plus grand monde. Dans les poids moyens, est-ce qu'il y a vraiment des Américains qui font des trucs de fou en ce moment? Il n'y en a pas trop. Et après, on continue de monter. En super moyen, alors en super moyen, il y a Benavidez. Mais Benavidez, il surfe beaucoup sur la vague mexicaine. Mais techniquement, il est américain, donc je suis d'accord avec Benavidez. Et après, Milour, c'est les Anglais et c'est les Russes. Pareil, j'ai oublié de le préciser, mais les Russes, ça a vraiment explosé depuis pas mal de temps. Et puis après, on monte en cruiser. Cruiser, globalement, c'était Opetaya, c'était Briedis. Bref, il n'y a pas trop d'Américains là-dedans. Il y en a même un Mexicain, Gilberto Ramirez. Donc, il n'y a pas trop. Il y a un Anglais pour la dernière titre. Il n'y a pas forcément grand monde. Et les poids lourds, là, les poids lourds, c'est la catastrophe. Citez-moi un poids lourd américain qui vraiment a fait sensation ces dernières années. Wilder. Et en vrai, que Wilder.
Alors ça veut pas dire que depuis 2000 on a eu que Wilder en top, enfin on va dire que depuis les Lennox Lewis, pardon, le seul très très grand poids lourd américain c'est Wilder. Alors je dis pas, il y en a eu d'autres que j'aime beaucoup, hein, il y a eu Chris Bird par exemple, mais globalement, bah, à part Wilder, on peut citer comme étant un très grand champion. Globalement, les autres champions qui ont verrouillé la KT, c'est les Klitschko, donc ukrainien, puis Joshua, Fury, anglais, et Usyk, ukrainien. Et je pense qu'en fait, malgré tout, du coup, cette désaméricanisation du sport, bah, ça laisse beaucoup de gens penser que la boxe meurt. Notamment, je pense parce que, enfin, je pense qu'il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que l'Amérique baisse en boxe, et notamment le fait qu'on ait d'autres pays qui augmentent. D'ailleurs, j'oublie de préciser, mais en Australie, on a Parker aussi, évidemment. Non, il est néo-zélandais Parker, mais bon, bref. On a d'autres pays. Ok. Mais pour autant, bah, en fait, justement, si on s'intéresse vraiment à est-ce que la boxe vit ou pas, bah ok, l'Amérique en boxe meurt, c'est vrai. Mais on a tellement d'autres pays qui sont en train de vivre à côté, on a tellement d'autres pays qui sont en train de naître et qui sont en train de se dynamiser de fou, qu'en fait, pour moi, la boxe, elle meurt pas. Juste, elle s'internationalise. Et ça se voit vraiment bien avec, pour moi, la fracture qu'on a en ce moment entre l'Amérique et le Japon, où le boxe japonais se porte aussi mieux que ça s'est jamais porté. Vraiment, vous prenez des catégories, des pailles jusqu'au super coq. On a parmi les meilleurs affrontements qu'on a eu depuis beaucoup d'années, mais en fait, c'est des affrontements qui sont alimentés par la boxe jap et par d'autres combattants qui viennent boxer au Japon. Et le truc, c'est que les Américains se retrouvent extrêmement peu dans cette boxe qui n'est pas leur horaire et où il y a des combattants qui ne connaissent pas. Et ça fait qu'on a une vraie fracture, et notamment on le voit parce qu'ils demandent tous à Inoue de venir boxer au Japon. Ça se calme de plus en plus cette manie, mais c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup. Mais pour autant, bah, en fait, ces catégories-là se portent vachement bien. Et du coup, vraiment, pour moi, est-ce que la boxe meurt? Bah, en soi, c'était déjà discutable. On avait une partie de la boxe, en fait, les Américains sont moins hypés par la boxe, c'est sûrement vrai, mais vraiment, le sport en soi ne meurt pas. Parce que sinon, on n'aurait pas autant de pays qui émergeraient à droite à gauche. Le truc, c'est que c'est pas forcément des pays qui sont les plus vendeurs aux yeux des Américains, et du coup, mon point, c'est surtout que c'est la boxe américaine qui meurt. Et ça, par contre, je suis d'accord. Ok. Le truc c'est que du coup maintenant est-ce que la boxe renaît depuis l'année dernière, depuis Al-Ashik? Bah je pense que ouais. Alors du coup renaît, vous êtes d'accord que je suis pas, enfin vous avez compris que je suis pas forcément d'accord avec le fait qu'elle meurt, donc je suis pas forcément d'accord avec le terme de renaissance. En tout cas elle se redynamise, je suis d'accord. Notamment Al-Ashik, je pense que ça fait du bien pour un peu réattirer un public américain et notamment un public un peu plus casual qui s'intéresse aux poids lourds. Parce qu'en fait jusqu'à présent Al-Ashik il a surtout redynamisé les poids lourds et c'est à peu près tout. Alors évidemment il a fait quelques combats dans d'autres KT, par exemple il a lancé Opetaya, il a lancé Nick Ball 2 fois. Donc voilà, ça fait un petit peu de monde dans d'autres catégories, mais essentiellement, ce qu'il a redynamisé, Al-Ashik, c'est les poids lourds. Et ça, par contre, je peux pas lui enlever. Vraiment, il a fait un taf énorme là-dedans. Maintenant, il y a énormément de gens, il y a énormément de têtes qui ont percé. En premier lieu, Parker, AJ et Zhang, qui sont vraiment sortis comme étant les 3 têtes montantes des poids lourds qu'on a envie de voir pour des titres. Il a également permis l'unification. Donc en poids lourd, il n'y a pas de souci, il a fait un taf de fou. Maintenant, c'est vrai qu'il a fait un taf quand même très modéré pour les autres catégories jusqu'à présent, parce qu'on a l'impression qu'il a envie de s'y étendre un petit peu. Je vais revenir là-dessus un peu plus en conclusion. Et pour autant, bah, on a quand même eu de très bons affrontements dans d'autres catégories. Je pense notamment à toute la boxe d'Inoue, comme je vous l'ai dit, qui surfe par la vague japonaise et qui s'en sort très bien. Je pense à Spence Crawford, c'est pas lié à Al-Ashik. Et je pense, eh bien, par exemple, à Estrada Bam Rodriguez, qui va pouvoir se faire fin juin, c'est pas lié à Al-Ashik non plus. Donc, malgré tout, pour rendre eh bien, vraiment les lettres de noblesse au travail d'Al-Ashik, ce qu'il a fait, c'est qu'il a redynamisé les poids lourds et c'est vachement bien. Et il a envie, ça se voit, de venir redynamiser d'autres catégories. Notamment avec les mi-lourds, où il a essayé de créer l'unification Bivol Beterbiev, et notamment en essayant de choper Crawford, parce qu'il va essayer de faire un Crawford Matremov bientôt. Donc voilà, il a envie de redynamiser une partie du sport, et c'est forcément génial, moi je suis très content, parce que les poids lourds c'est sympa, mais c'est pas toute la boxe, et du coup si Al-Ashik commence à s'intéresser à d'autres catégories, et vient redynamiser, parce que ce qu'il a fait en poids lourd c'est fantastique, hein. Par contre là-dessus je suis entièrement d'accord, c'était une catégorie qui a été morte au plus haut point, et là il est en train d'essayer de la retravailler un petit peu, donc moi je suis trop content. Les poids lourds, faut quand même rappeler que, je vais pas m'étendre là-dessus, mais bref, la catégorie était décédée, par contre je suis d'accord, et là il est vraiment en train de la redynamiser, c'est vraiment cool. Ok. Du coup, au final, globalement, qu'est-ce que je voulais dire à ce niveau-là? Donc, globalement, la boxe pour moi elle meurt pas. La boxe américaine meurt et le sport s'internationalise. Ok. Al-Ashik, du coup, ne crée pas un renouveau dans la boxe parce qu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'autres très bons événements qui accompagnent les événements autour de Al-Ashik. Mais eh bien, il participe à un regain et à un redynamisme de la catégorie, en tout cas de la catégorie de la boxe, notamment pour un public un peu plus casual et je pense un public européen et américain. Il a entièrement redynamisé la catégorie poids lourd, ça par contre c'est totalement vrai. La catégorie était morte avant lui. Et il a envie de redynamiser d'autres KT, ce qui est génial parce que forcément le voir injecter son argent dans d'autres endroits du sport, moi je suis très content. Ok. Maintenant, malgré tout, est-ce que tout est toujours vraiment tout joli pour, la boxe grâce à Al-Ashik? Il y a quand même des petits points de réserve que j'aimerais émettre et ce sera la dernière chose que je dirai dans cette vidéo. On est d'accord que grâce à Al-Ashik, on a eu plein d'affiches de boxe qu'on n'aurait a priori pas eu sans Al-Ashik. Et du coup, merci. Mais justement, je pense que ce qu'il faut apporter, c'est un raisonnement contrefactuel. Par exemple, Al-Ashik va nous apporter Bivol Beterbiev, c'est super. Maintenant, est-ce que sans Al-Ashik, on aurait quand même eu Bivol Beterbiev? Évidemment, on ne peut pas savoir.
bien sûr, mais je pense que la question mérite de se poser. Et vu la dynamique d'unification de plus en plus présente en boxe, qui date d'avant Alal Chic, hein, parce que les unifications vraiment ont été commencées par Crawford, et derrière on se continué, on a eu des unifications légers, en super moyen avec Canelo, et finalement Alal Chic, la seule dans laquelle il a vraiment eu un rôle pour le moment, eh bien c'est en lourd. Je pense qu'avec toute cette vague d'unification qu'on a eue, et qui a notamment été portée par Spence Crawford très récemment, ça aurait pu mener à un visual BTRBF. De même manière, ça aurait pu mener à un Usyk Fury. Aussi facilement, peut-être pas, aussi rapidement, peut-être pas non plus. Maintenant, c'est vrai que de toute manière, BTRBF et Bivol, ils ont quand même fait le tri dans leur KT, et je pense qu'Alal Chic ou pas Alal Chic, de toute manière, maintenant, ils ont envie de se taper, parce qu'ils peuvent plus vraiment taper un grand monde à part eux, quoi. Maintenant, bon, ce qui est toujours cool, évidemment, c'est que grâce à Alal Chic, l'affrontement se fait vraiment. Éventuellement, il se fait plus tôt, et dans le pire des cas, eh bien, les boxeurs gagnent plus d'argent, donc évidemment, moi, je suis content. Ça permet aux boxeurs de mieux vivre et d'être plus rémunérés pour leur effort. Évidemment, je suis content à ce niveau-là. Mais je pense que c'est quand même important de voir que Alal Chic s'inscrit dans une continuité de redynamisme qui avait déjà commencé avant qu'il arrive, et que peut-être qu'il permet d'accélérer des choses en les faisant, mais que malgré tout, ça serait quand même fait sans lui. Voilà, c'est là-dessus que je veux revenir. Et surtout, dernier truc que je trouve un petit peu dangereux pour le coup, c'est des critiques sur Alal Chic. Il y a quand même des choses que je n'aime pas, sans forcément rentrer dans toute la politique qui est derrière. C'est forcément le fait que, eh bien, on est malgré tout la boxe et les affiches de boxe qui tendent à être, on va dire, voulues par un individu, une personne. Et ça me gêne. Parce que Alal Chic, c'est un fan de boxe qui a beaucoup d'argent, suffisamment d'argent pour commenter des affiches, mais ça reste un fan de boxe. Et du coup, forcément, il y a des affiches qu'il a envie de voir, et que moi, j'ai pas forcément envie de voir. Et le truc, c'est que si Alal Chic a beaucoup d'argent et qu'il leur dit, bon bah voilà, je vous mets 30 millions et du coup, vous montez cette affiche, par exemple, un Crawford de Canelo. Moi, ça ne me hype pas du tout comme affiche. Et perso, bon, pour moi, c'est un peu les affiches spectacle, ça m'intéresse pas. On l'avait déjà vu avec Charlo Canelo, j'ai pas envie de voir un Crawford Canelo. Ok. Le truc, c'est qu'on a un type qui a beaucoup d'argent, qui est un fan qui a envie de voir cette affiche. Il donne 30 millions à chacun, l'affiche le fait en fait. Et comme ça, des tas d'affiches, vous savez, des genres de fantasy fight un peu bidon que moi j'ai pas envie de voir. Par exemple, Davis Inoue. Bon, alors je crois que Davis veut pas, Inoue veut pas, tant mieux. Mais si demain l'affiche qui arrive, qui donne 50 millions à Davis, 50 millions à Inoue, qui nous dit que le combat va passer en fait. Et moi j'ai pas envie de ça pour le sport. Du coup, d'un côté, quand je dois injecter de l'argent pour un Usyk Fury, je suis en mode vraiment, si mon rêve c'est trop bien. Et quand je dois injecter de l'argent pour un Davis Inoue, je me dis, ah c'est pas fou. Et en fait, le problème c'est qu'on a, en gros, c'est le même problème que quand on a une seule personne qui décide. C'est que quand on est d'accord avec cette personne, c'est génial. Quand on n'est pas d'accord avec cette personne, c'est moins bien. Et la question, du coup, c'est de se demander à quel point est-ce que Alal Chic a un fan de boxe, on va dire, suffisamment. J'ai employé les termes techniques. À quel point est-ce que c'est trop un casu pour du coup vouloir des affiches de casu qui n'ont aucun sens sportivement et qui vont nous faire chier. Ou à quel point c'est suffisamment un connaisseur, vous voyez, un élitiste, pour du coup chercher que les affiches intéressantes, et du coup forcément les gens qui suivent un petit peu plus vont être super contents. Bon je pense qu'il est un peu entre les deux, il a clairement envie de faire des affiches qui sont très cool et qui plaisent à tout le monde, mais il aussi j'ai l'impression envie de faire des affiches un petit peu casu, qui perso vraiment me sortent par les yeux, et je pense que ça peut être un des points négatifs d'Alal Chic, c'est qu'en fait ces affiches, perso je trouve n'ont aucun sens sportivement et que j'ai pas envie de voir, en fait Alal Chic peut venir et peut les faire en fait. Donc bon, écoutez, voilà, c'était tout ce que je voulais dire donc sur Alal Chic. Globalement, ce qu'il faut retenir vraiment très résumé, est-ce que la boxe meurt? Je trouve pas. La boxe américaine par contre oui. Globalement, je trouve qu'on a un sport qui s'internationalise de plus en plus et c'est pas mal. Est-ce que Alal Chic participe à un renouveau de la boxe? Oui. Est-ce qu'il en est l'initiateur? Non. Et est-ce que c'est le sauveur? Non plus, parce qu'on voit que c'est quand même un redynamisme qui avait commencé avant qu'il arrive, et que pour le moment il a redynamisé la catégorie poids lourd, et c'est à peu près tout. Par la suite, il va redynamiser d'autres catégories, visiblement, c'est dans ses plans, et j'en suis très content, il a déjà commencé avec les plumes, mais c'est pas mal. J'ai vraiment hâte, évidemment, et je le remercie vraiment pour tout le travail qu'il a fait en poids lourd, c'est fantastique. Parmi les petits inconvénients, c'est le fait que si jamais il décide de monter des affiches comme aucun sportivement, parce que lui ça le fait kiffer, et il peut le faire, et forcément je suis pas très content, mais écoutez, c'est le problème quand on a ce type qui a tout pouvoir entre les mains. Malgré tout, je pense que c'est quand même une petite bénédiction qu'on a d'avoir un mec aussi riche et aussi intéressé par le sport. Donc je suis malgré tout content de voir que le sport prospère de cette manière-là, puisqu'on a quand même eu deux très bonnes années. Enfin, l'année 2023 était excellente et l'année 2024 se promet d'être excellente aussi, surtout si Bivol BTRBF arrive en fin d'année. Donc malgré tout, merci Alal Chic pour tout ce que tu as fait, mon frère. Et puis voilà, continue de nous régaler comme ça. Et puis t'inquiète que les gens seront là pour payer. Tant que tu fais des fiches banger, les gens paieront. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout moi je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine, allez bye.